Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi Paris? Mais, Monsieur Perrin, ne l'oubliez jamais. Je vous ai déjà dit, Denis Sassou Nguesso, comme Colline Makosso, comme tous ceux qui travaillent avec eux, ils sont complexés par l'homme blanc. La preuve irréfutable, regardez Colline Makosso, premier ministre de son État, qui va à l'Assemblée française. Il est assis ou avec Thierry Mungala, sur les bancs des publics où n'importe qui s'assoit. Il n'est pas assis dans l'hémicycle, là où les invités de marque viennent réfléchir dans le sens de la coopération publique-privée gagnant-gagnant. Là où il était assis, n'importe quel citoyen veut suivre les Dans débats. un coin, là où ça c'est les observateurs, oui. N'importe quel citoyen s'assoit là-bas et regarde comment la présidente de l'Assemblée annonce. Nous disons bonjour à M. Colin Makosso, Premier ministre du Congo. Et tous se lèvent comme des petits-enfants pour saluer leur grand-mère dans un complexe, mais ridicule. Excusez-moi d'être fort, mais ridicule. Aucun Premier ministre ne ferait ça. Mais parce qu'ils sont complexés, ils vivent du complexe. Le despote Denis Sassou Nguesso pourra se représenter en 2026 et je travaille en ce sens à lâcher Anatole Kouliné-Makosso sur Jeune Afrique. Est-ce qu'on peut donc considérer cette déclaration comme, disons, une fuite en avant pour occulter les vrais problèmes qui se posent au Congo-Brazzaville? Mais comme ils ne savent pas, ils sont incompétents, je ne cesserai de le répéter. Ils ne savent pas. Moi, j'ai parfois pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux. Et donc, ils vont chercher à faire ce qui peut plaire, danser, chanter, comme avec le FESPAM, on a parlé tout à l'heure, mais aussi plaire au prince de Mpila. C'est-à-dire que pour Colline Makosso, dire que je travaille pour la réélection de Denis Sassou Nguesso en 2026, il a adoubé le chef et donc il a accompli sa mission. Quoi. Sa mission, c'est parler du chef. Alors que les fonctions du Premier ministre, j'invite les Congolais de faire des recherches sur Internet, quelles sont les fonctions du Premier ministre. Vous savez, monsieur Perrin, moi j'ai suivi Colline Makosso où il répond à cette journaliste qu'au Congo, il n'y a plus de problème d'électricité, il n'y a plus de problème d'eau, que ça, c'est résolu. En plus de l'incompétence, le Premier ministre congolais ajoute le mensonge caractérisé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Télar TV. Bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Didier Mouini-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Au centre de cette émission, le Sénégal. Encore le Sénégal qui revêt un enjeu particulier dont la sous-région Afrique de l'Ouest et qui cristallise les débats depuis la condamnation à 2 ans de prison ferme du principal opposant sénégalais Ousmane Sonko. Nous aborderons également la dernière sortie du Premier ministre congolais Anatole Kouliné-Makosso sur TV5 et dont Jeune Afrique. Bonjour Didier, merci d'être encore avec nous sur Télar TV. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et une fois de plus, merci pour cette invitation, pour échanger avec vous, mais surtout pour permettre aux téléspectateurs de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, dans notre pays et pourquoi pas dans le monde. Merci Didier Mouni-Voulou. Alors, Paris est enfin sorti de son silence. Emmanuel Macron aurait conseillé à Macky Sall de renoncer à son projet de 3e mandat. Qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence de Paris face à cette grave crise socio-politique au Sénégal? Il a fallu attendre pratiquement une semaine pour que Paris réagisse. Alors, déjà, permettez-moi de commencer cette prise de parole en présentant mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus. Vous savez, nous sommes des êtres humains, des êtres de croyance, peu importe le type de religion. Lorsqu'il y a un mort, c'est toujours le mort de trop. Et surtout dans la situation du Sénégal où les gens meurent pour une bêtise qui est à relier avec l'ivresse du pouvoir. Mais on reviendra sur toutes ces questions. Donc, je présente mes condoléances déjà aux familles, mais aussi au peuple sénégalais qui n'a pas demandé ce qui se passe aujourd'hui, qui a été plutôt jusque-là un exemple de courage, d'éthique politique
et par la faute d'une seule personne, mais vraiment d'une seule. Il a suffi d'une seule personne sur les millions de Sénégalais pour que la situation périclite. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir et tirer les leçons. On Alors, peut dire pourquoi? que finalement, le peuple sénégalais est victime d'une bêtise politique. C'est ça. Mais victime d'une bêtise politique qui nous renvoie aussi au fait qu'il faut toujours, toujours et toujours rester vigilant, même si vous pensez que vous êtes dans un système très, très, très démocratique. On a vu aux États-Unis où le président Trump a essayé de se maintenir au pouvoir contre. Avec l'affaire du Capitole. Exactement. Donc, et déjà aux États-Unis, les gens disaient, mais au final, même si nous sommes des démocraties, il faut qu'on reste vigilant parce que rien n'est acquis. Nous sommes des humains et l'être humain est imparfait. Alors, pourquoi le président Macron parle aujourd'hui? Monsieur Perrin, vous le savez peut-être. Alors, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux la vidéo d'un consul, hein, soit d'un diplomate au consulat ou d'un consul qui serait agressé par la population dans la rue. Et donc, je pense que cette crise, Par la population sénégalaise, c'est ça? bien sûr, les Parce que, Sénégalais évidemment, auraient agressé, il nous a été rapporté que le Sénégal a été bien forcé ou obligé de fermer tous ses consulats à et l'extérieur. parce qu'il y a une vidéo qui circule où on agresse quelqu'un, et selon ce qui est dit, c'est que ce sont des Sénégalais qui agressent leur consul en Europe. Alors, je ne sais plus si c'est en Suède ou dans quel, ou en, mais je ne pense pas que ce soit en France, je pense que c'est la Suède ou je ne sais plus dans quel pays. Et donc, euh, nous savons que les Sénégalais sont nombreux dans la diaspora. La diaspora sénégalaise en Europe comme aux États-Unis, en tout cas, elle est très importante. Donc, si ça commence à glisser comme ça veut dire qu'il y a danger et que dans ces pays-là, il peut aussi y avoir des troupes. Donc, les gens doivent réagir. Et puis, moi, je trouve que ça fait quand même près de 20 morts. Alors, le pouvoir sénégalais parle d'environ 16 morts. L'opposition dit autour de 20-23 morts, les ONG aussi. Mais peu importe, M. Perrin, Mais un mort, c'est généralement, déjà c'est un. bien que généralement, ces chiffres ne sont jamais exacts. Et le plus souvent, les gouvernements ne donnent jamais les bons chiffres dans pareilles circonstances. Mais déjà, si le gouvernement reconnaît qu'il y a eu 16 morts, vous imaginez, 16 morts, c'est déjà 16 morts de trop. Et que toutes les puissances, prenant la France, puisque vous citez la France, que les responsables français, le président français, qui l'attendent plus d'une semaine avant de prendre la parole, c'est dangereux pour la démocratie, mais c'est dangereux pour nous les Africains. Ça suppose que nos vies ne comptent pas. Et rappelez-vous, c'est déjà sur votre chaîne où je disais qu'il existe, même chez les responsables européens, une hiérarchie de race dans leur tête, même s'ils ne l'avouent pas. Même s'ils disent qu'ils condamnent le racisme, c'est vrai, je le crois, mais dans leur inconscient, il y a toujours ce côté. Parce que, posez-vous la question, s'il y avait 16 morts à Bruxelles, s'il y avait 16 morts à Londres, s'il y avait 16 morts à Moscou, zéro mort. Oui, mais quelle explication peut-on Je donner à termine. cela, à ce... Je termine. Zéro mort au Kosovo. Le président Macron a pris la parole pour recadrer les responsables serbes et kosovars parce qu'il y a des crises, puisqu'on a élu, pratiquement nommé. Hein, il y a eu 3% de participation au vote des maires. Il y a eu des maires albanais qui ont été élus. Il y a des tensions. Les militaires de l'OTAN ont été bousculés. Emmanuel Macron a réagi tout de suite. 16 morts à Dakar, zéro réaction. Alors, quant à Macky Sall, Il qui y a n'a même, toujours pas. s'il faut prendre des exemples comme ça, je crois l'opposant russe Navalny, qui a fait beaucoup parler de lui, ou en ce temps-là, je me rappelle encore de Jean-Yves Le Drian, c'est ça, qui montait au créneau pour condamner évidemment l'emprisonnement, bien sûr, de cet opposant. Mais Mais lorsqu'il s'agit du Sénégal, vous avez dit 16 morts. Bon, prenons le cas où c'est 16 morts, parce que les chiffres ne sont pas encore, mais vraiment maîtrisés. Mais est-ce que on peut désormais craindre le chaos ou l'embrasement total du Sénégal? je dirais oui et non. Oui, on peut craindre le chaos si Macky Sall s'entête dans son aventure sans lendemain, sans issue, et vouloir d'un troisième mandat. Ça, on le sait. Je vous renvoie aux prises de parole de Macky Sall lui-même. Nous avons, il y a un an, engagé une
réforme majeure de la Constitution par voie référendaire, justement, c'était pour arrêter le débat. Parce que nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement, mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Et cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. C'est ça qui nous attriste, en tout cas nous tous qui observons l'actualité politique au Sénégal. C'est-à-dire que Macky Sall est en train de faire exactement ce que lui-même condamnait face à Wade, et il fait même pire. Il fait même pire. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, à chaque fois qu'un opposant ou à chaque fois qu'un Sénégalais a essayé de sortir la tête de l'eau pour dire, oh, tiens, là il y a quand même débat, là il y a conflit, là il y a sujet, là il y a matière à discuter, tout de suite il a été pointé par la justice et il y a toute une procédure judiciaire derrière. Oui, on peut craindre le pire si Macky Sall s'entête, mais dans le même temps, ce pire peut être évité, et je ne suis pas le premier, de nombreux observateurs, analystes le disent, il suffit, et les Sénégalais eux-mêmes, même des responsables sénégalais disent, mais il suffit que Macky Sall dise, je ne serai pas candidat. Déjà ça, mis à part les procédures judiciaires contre Ousmane Sonko, mais déjà de dire aux Sénégalais que je ne serai pas candidat pour un 3e mandat, on a résolu 80-90% de la tension sociale au Sénégal. Et ça, je ne vois pas, comme on dit tous ceux qui ont commenté cette actualité, pourquoi Macky Sall est incapable de prononcer cette phrase. Après 16 morts, ce qu'on n'a jamais vu au Sénégal, Macky Sall n'a toujours pas dit cette phrase-là. Ça prouve, et une fois de plus sur votre chaîne, je l'ai déjà dit, en Afrique, nous minimisons la structure psychologique des hommes politiques et des hommes d'État. Je vous ai toujours dit, il est important pour nous, Africains, de nous pencher sur la structure psychique des 2 hommes d'État. Il y a là une ivresse de pouvoir qui a gagné Macky Sall, qui dépasse tout ce que Pierre Péan a décrit dans son livre, intitulé d'ailleurs L'ivresse du pouvoir. Macky Sall est dans une telle considération de lui-même, il est dans un tel narcissisme qu'il est peut-être prêt à brûler le Sénégal. Et je pense que les Sénégalais ont la sagesse. Il est allé rendre visite au chef de Mouride. Et je pense que ce chef religieux lui a dit ce qu'il fallait. Eh bien, il lui appartient de prendre maintenant la décision qu'il faut. Mais il Alors, portera puisque vous seul. parlez, voilà, vous parlez tout à l'heure de la structure psychique des hommes d'État, et ma question que vous inspire donc l'utilisation des moyens de l'État, l'instrumentalisation de la justice pour abattre, passez-moi le terme, ses adversaires politiques et s'accrocher au pouvoir. Est-ce que cela peut être assimilé à une insuffisance mentale, comme vous avez voulu le dire tout à l'heure, ou une faiblesse politique, c'est-à-dire l'incapacité d'assumer ses actes pendant l'exercice de son pouvoir, où on se dit, bah, si je quitte le pouvoir, je serai rattrapé par-ci, par-là. Est-ce que c'est une forme d'incapacité mentale et finalement une insuffisance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la structure psychique de ces hommes? Mais vous savez, M. Perrin, dans ce que vous êtes en train de dire, mais la science politique est née en Occident et s'est exportée dans nos pays. Écoutons Montesquieu. Que dit Montesquieu? Montesquieu dit, seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Seule la loi peut arrêter la loi. Tout dans les pays occidentaux, dans la plupart des cas, le pouvoir absolu, après Louis XIV, on a mis fin à ça. Et quand on voit, par exemple, aux États-Unis, oui, le président américain peut faire l'objet de poursuites. En fait, le fait de savoir que je vais quitter le pouvoir à telle date et que je suis
pénalement responsable des actes que je pose, je fais attention. Nul n'est parfait. Nous tous, on peut tomber. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais de savoir que je peux être poursuivi des erreurs ou des décisions que je vais prendre, je les prendrai avec beaucoup d'attention. Or, il y a un comportement psychologique, psychique chez les hommes de pouvoir en Afrique qui pensent être dans l'absolutisme et qui ne pensent jamais à la fin et aux limites de leur pouvoir. Souvent, quand j'interviens publiquement, je demande toujours, quand on me dit, mais c'est quoi la solution? J'ai dit, la solution, elle est simple. Mettons-nous d'accord autour d'un contrat social qui limite les pouvoirs du président de la République dans l'espace et dans le temps et qu'il doit rendre compte et qu'il ne puisse pas avoir le pouvoir absolu. Et tout de suite, on me dit, donc, on ne peut pas travailler avec toi. Et les gens refusent de travailler avec moi parce que je leur pose ça comme condition. Vous voulez qu'on travaille ensemble? OK, il n'y a pas de pouvoir absolu. Tout le monde doit rendre compte. Et le jour où en Afrique, on aura un contrat social, des systèmes politiques où on sait qu'après 2 mandats, obligatoirement, on partira du pouvoir et qu'on devrait Oui, rendre. il faut peut-être rappeler que dans nos textes fondamentaux, les limites sont bien fixées, tout le monde le sait. Mais curieusement, une fois qu'ils sont installés, à ce moment-là, ces textes-là ne servent plus à rien. On commence à tripoter, on commence à, Oui, voilà, à Monsieur vouloir Perrin, changer carrément les constitutions, tout ça pour demeurer au pouvoir. mais Monsieur Perrin, ça touche à l'éducation. Je vous dis, Jacques Chirac, quand il termine son dernier mandat, 2, 3 amis autour de lui, en tout cas quelques-uns autour de lui, commencent à s'exciter en disant, mais qu'est-ce que le président Chirac va faire après, peut-être qu'il doit rester au pouvoir. Mais très vite, dans le cercle de Jacques Chirac et de l'UMP, on lui a dit, attention, il ne faut pas créer un précédent. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Le président du Niger, par exemple, Mamadou Youssoufou, qui vient de quitter le pouvoir, plusieurs fois, il a dit combien il résiste contre les pressions, en tout cas face aux pressions de sa propre famille, de son propre clan politique, de sa propre famille politique, qui l'incite à briguer un 3e mandat. Et c'est très décevant de voir qu'un président comme Ouattara succombait à cette tentative. Et quand on a succombé à la tentative du 3e mandat, pourquoi pas le 4e, pourquoi pas le 5e? Et là, on entre dans un cycle de violence. La Côte d'Ivoire, ne vous l'aurez pas, ce n'est pas un pays en paix, puisque Ouattara va chercher à s'éterniser au pouvoir, donc il y aura risque de conflit. Et donc, c'est une question d'éducation. Pourquoi? D'éducation familiale, déjà dans les familles, et d'éducation à l'école. À l'école, enseigner la limitation de mandat, que personne n'est irremplaçable. Le président de la République est immortel. C'est comme nous tous, il a accepté des fonctions pour être au service de la collectivité. Dès lors qu'on veut se maintenir au pouvoir, on n'est plus au service de la collectivité, on est au service d'un clan, on fait le jeu d'un clan. Et c'est là le tort. Si moi j'arrive au pouvoir et que je dis à tout le monde, à mon parti politique, que je ferai 2 mandats et je m'en irai, tout le monde sera obligé de travailler correctement parce qu'on ne sait pas celui qui viendra. S'il prouve que nous avons commis des malversations financières, nous devons rendre des comptes. C'est le cas du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est le cas du Gabon, du Cameroun, Denis Sassou Nguesso, avec tout ce que nous avons comme situation. On en parlera, vous l'avez dit tout à l'heure, de crimes financiers, mais évidemment, soit il y a une insurrection populaire, mais d'eux-mêmes, ils ne partiront pas. Mais le pays comme le Nigeria, aujourd'hui des pays comme le Ghana, où les gens savent que nous partirons, quelqu'un d'autre gagnera, peut-être l'opposition gagnera, mais on va limiter la corruption. On va faire attention à la gestion de la chose publique. Ce n'est pas facile, mais en même temps, c'est simple. Il suffit d'avoir un contrat social entre tous, les politiques, le monde des affaires et la société civile, de dire désormais, on arrête cette histoire de 3e mandat, les gens doivent partir et surtout, on définit les contours du pouvoir politique, du pouvoir du président de la République surtout, dans l'espace et dans le temps. Et dernière chose, il faut que dans les pays africains, on puisse réfléchir sur le recyclage des présidents de la République. C'est-à-dire, quand on est président de la République, après la fonction présidentielle, quelles sont les ouvertures possibles? Et ça peut être un débat public, ça ne peut pas être. C'est pas un tabou. Denis Mais Sassou Nguesso demain, est-ce que ce n'est pas à eux-mêmes de préparer ce cadre pendant qu'ils sont au pouvoir? C'est difficile pour le président de le faire. C'est au peuple aussi de prendre son courage et de dire il y a d'autres possibles. En fait, dans les pays où la dictature s'installe, ce sont des pays où il y a la faiblesse de l'État et la faiblesse de la société civile.
Le président lui-même peut initier ça. On a eu l'exemple du Ghana avec Rawlings. Hein, ça a été un modèle, quelqu'un qui est venu par coup d'État, mais qui très vite a percuté, a compris que je ne peux pas me maintenir, sinon je fais entrer le Ghana dans un cycle de violence sans précédent. Il a eu ce courage-là de dire j'arrête et j'enclenche un processus démocratique. Tout en son honneur, on peut aller étudier qu'est-ce qu'il a eu. C'est dommage que les chercheurs africains, notamment les sociologues, les psychosociologues, les psychologues, les politologues, n'ont pas passé beaucoup de temps avec Rawlings pour comprendre un peu qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il a eu cette lucidité, cette sagesse de dire j'arrête. Et c'est comme ça que fonctionne l'Occident. On parle des mémoires, les gens écrivent leurs mémoires, on va interroger. Et donc, Macky Sall est en train de tomber dans un système qu'on ne comprend pas, alors qu'à côté de lui, il a connu Rawlings, il a côtoyé le président du Niger qui est parti. Et on voit même l'embarras dans lequel il met ses homologues. Est-ce que ce n'est pas là non plus la conséquence de beaucoup fréquenter Denis Sassou Nguesso, qui a ouvert d'ailleurs le bal des troisièmes mandats? Mais vous savez, quand la crise, quand les violences ont commencé au Sénégal, certains ont partagé les vidéos, parmi lesquelles sur les réseaux sociaux, je tombe sur cette vidéo de Macky Sall qui dit en la matière, Denis Sassou Nguesso est un expert, donc je viens prendre les conseils chez lui. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et quelle est l'expertise qu'on peut reconnaître à Denis Sassou Nguesso, sauf la violence, sauf le coup d'État, sauf changer la Constitution, troisième mandat, se maintenir au pouvoir, et Sauf les derrière tout ça, détournements, le vol de le l'argent vol, public. les crimes financiers. Et donc, lorsque Macky Sall le dit, moi j'aimerais quand même aujourd'hui que Macky Sall puisse expliquer aux gens quelle est cette expertise dont il a bénéficié du Congo-Brazzaville et surtout de Denis Sassou Nguesso. Et donc, si c'est le modèle de Sassou Nguesso qui s'exporte le mieux, c'est-à-dire troisième mandat, changement de constitution, et donc qui aboutit à la violence et à la brutalité, sachez-le, les experts en intervention de police et autres ont confirmé aujourd'hui que parmi les policiers qui réprimaient les gens, il y a eu des groupes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de milices. Est-ce que Macky Sall est en train d'initier la présence de milices dans les rues de Dakar et du Sénégal? Parce que ces gens-là n'étaient pas en tenue, mais sauf qu'ils avaient des armes que seuls les policiers Et pouvaient détecter. curieusement, ils étaient aux côtés des policiers, on les Et a ils vus. intervenaient juste de consort avec la police sénégalaise. Et donc, vous voyez, on est en train d'ouvrir une brèche et là, il faut tout le courage du peuple sénégalais, indépendamment donc de la situation d'Ousmane Sonko, mais ça nous montre un précédent dans la façon dont on est en train de basculer dans le pouvoir politique. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Souvenez-vous, M. Perrin, je l'ai dit il y a maintenant quelques mois, j'ai dit attention, l'exploitation du pétrole en 2024 ne doit pas faire basculer le Sénégal dans le cycle de violence qu'on connaît dans les pays pétroliers comme le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Gabon, l'Angola. Parce que qui dit pétrole, qui dit gaz naturel, dit forcément un pouvoir qui est là avec une maximisation de la corruption. Et si c'est ça vraiment, c'est dommage. Ça se voit que entre le Macky Sall qu'on a connu jusqu'en 2011-2012 et le Macky Sall d'aujourd'hui, il faut aller voir qu'est-ce qui a créé cette scission psychique pour qu'il oublie les promesses faites au peuple sénégalais, pour qu'il oublie qu'il avait lui-même condamné le troisième mandat de Ouad et qu'il avait lui-même dit au Sénégal, il n'y aura jamais de troisième mandat. C'est lui qui l'a dit. On peut dire que Ousmane Sonko demande aux Sénégalais de sortir dans la rue aujourd'hui, mais Macky Sall l'a fait en 2011. Il a bien dit à Abdoulaye Ouad que s'il persiste, nous serons dehors, nous allons le déloger. Donc, oui, mais évidemment, c'est cette curiosité qu'il faut aussi peut-être analyser. Qu'est-ce qui fait que finalement les présidents d'Afrique, disons des pays d'Afrique francophone, ne tiennent plus à leur parole? Dès qu'ils arrivent, ils disent quelque chose, mais quand ils arrivent vers la fin de leur mandat, alors basculent dans, j'allais dire, la médiocrité. Et finalement, la parole d'un président africain, notamment des pays d'Afrique francophone, a perdu sa crédibilité. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est
un manque d'élévation d'esprit ou simplement un aveuglement par le pouvoir, c'est ça? C'est surtout un aveuglement par le pouvoir, mais aussi, je disais tout à l'heure, l'ivresse du pouvoir. Vous savez, le pouvoir, mais peu importe le pays, hein, prenez n'importe quel pays, Oui, mais c'est Donald beaucoup Trump. plus, on le lit beaucoup plus dans les pays francophones, en Afrique, les Mais non, troisièmes mandats. en fait, tout ça, c'est aussi l'insuffisance de la vigilance de la société civile. Dans les pays d'Afrique francophone, nous avons les sociétés civiles les plus faibles. Et d'ailleurs, la chance du Sénégal, c'est parce que la société civile sénégalaise, elle est très forte, elle est très politisée. Déjà sous Abdoulaye Wade, cette société civile a empêché Karim Wade à gagner la mairie de Dakar. Mais parce que, à un moment donné, Abdoulaye Wade, en tout cas, prenait des positions que la population contestait. Donc, pour que nos chefs d'État ne puissent pas basculer du mauvais côté, ne tombent pas dans l'ivresse du pouvoir. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils se croient investis d'une mission divine. Et ils pensent que sans moi, en tout cas, le pays ne peut pas vivre. Mais je vous ai toujours dit, moi, je suis historien de formation. Il n'y a pas d'homme aussi intelligent pour prétendre que après mon départ, voilà, le monde cesse d'exister. Le Christ est parti. Le Christ est parti. Il a dit, continuez la mission, diffusez la bonne parole et l'évangile. Le prophète Mahomet est parti. Mais il n'a pas demandé au monde arabe de cesser d'exister. Au contraire, il a demandé aux autres poursuivre le travail. Donc, Macky Sall comme Denis Sassou Nguesso ne peuvent pas se prétendre la fin de l'histoire. Ce qui a été l'erreur de ce grand professeur de politique internationale, Francis Fukuyama, qui a parlé de la fin de l'histoire. Non, tant qu'il y aura des humains, les États continueront. Personne n'est irremplaçable. Et donc, il faut que nous puissions limiter le pouvoir de nos responsables pour qu'ils ne basculent pas du mauvais côté du pouvoir, du côté obscur, en se croyant les êtres, comment on appelle ça, très élevés, et que ce sont eux qui tiennent la destinée de leur pays. La destinée du pays est tenue par tout le monde. Il n'y a pas un seul pays qui a été développé par une seule personne. Les États-Unis, c'est le résultat des Indiens, des Noirs esclavagisés et des Blancs qui sont arrivés là aujourd'hui, les Asiatiques. C'est tout ce monde-là qui travaille, qui concourt au développement des États-Unis. On ne peut pas prétendre que c'est juste le président Roosevelt ou le président Obama. C'est très faux. Qu'est-ce qu'on a découvert, M. Perrin? Que pour envoyer les navettes spatiales là où ils vont là-haut, les calculs étaient faits par des femmes noires. Je vous renvoie à ce film, Les figures de l'ombre. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on les décore, qu'on les admire, qu'on les félicite. Quand les gens partaient là-haut, c'était, comment on appelle ça, la domination occidentale avec l'homme blanc comme figure, Armstrong, Aldrin et les autres. Mais on se rend compte que sans ces femmes noires, ces pauvres femmes noires tombées dans l'oubli, qu'on essaye d'élever aujourd'hui, ces gens-là pouvaient partir, mais ils ne pouvaient pas redescendre. Et même s'ils devaient redescendre, on ne savait pas sur quelles coordonnées de la Terre leur navette allait atterrir. Et donc, pour avoir avec précision là où la navette devait tomber pour les récupérer, il a fallu que ces femmes noires, on apprend aussi dans ce film que IBM, ces ordinateurs ont été révolutionnés par l'intelligence de ces femmes noires. Qui vous dit que Macky Sall est celui qui doit développer? Non, qu'il fasse ce qu'il a à faire lui et qu'il parte. Les autres continueront. Que Denis Sassou Nguesso fait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, il est fatigué, il n'a plus tous ses moyens, qu'il parte. Et c'est ça qui fera que les gens ne seront plus dans l'ivresse du pouvoir. Sans ça, ça continuera. Et ça, c'est la responsabilité de qui? De la société civile, de ne pas laisser ces gens-là et de ne pas avoir peur de les affronter sur le plan Voilà, intellectuel, sur le plan des débats. voilà, comme quoi il n'y a pas de personne indispensable sur Terre. Chacun doit jouer à sa partition et laisser les autres aussi continuer. Venons-en aux différentes interviews accordées par Anatole Collinet Makosso, Premier ministre du Congo-Brazzaville, d'abord sur TV5 et puis à Jeune Afrique. Rappelons que Anatole Collinet Makosso était en visite en France où il a procédé au lancement le 31 mai dernier de la 11e édition du Festival panafricain de musique. Financé totalement ou presque par l'argent du contribuable congolais, Anatole Collinet Makosso, curieusement, a enjambé toutes les capitales d'Afrique et a choisi Paris pour lancer le Festival panafricain de musique. Raison évoquée, Paris abrite le siège de l'UNESCO.
Quel commentaire en fait-on? Paris abrite le siège de l'UNESCO. Vous savez, si on doit travailler avec l'UNESCO, on a tellement de projets à travailler avec cette institution internationale que de venir lancer le festival du FESPAM. Vous savez, il appartient à chaque gouvernement, à chaque peuple de définir ses priorités. On n'est pas tous obligés, on n'est pas obligé d'organiser le FESPAM. On peut laisser le FESPAM à un autre pays qui a déjà à boire et à manger. Ce qui est fondamental pour une société, c'est d'avoir les moyens du quotidien. Alors, est-ce que la priorité des Congolais aujourd'hui, c'est faire la fête et danser? Et donc, vous avez affaire à un gouvernement, à un pouvoir qui n'a aucune pensée politique, qui n'a aucune pensée économique, qui ne sait pas ce qu'il faut faire pour que les Congolais vivent bien, et ils vont trouver des facilités, c'est-à-dire les allées noix. Voilà. Hein? Ça rappelle, ça sous un. Mume kuiza kwa ko na mun na kentwa muno betke la la beno mi colonio so fait na fait. Et ça ils savent le faire. Mais monsieur Perrin, je ne cesserai de le répéter. Une usine de Dangote a coûté 280 millions de francs CFA. 200 à 300 emplois directs, 5000 emplois indirects. Une usine Dangote. Ça suppose qu'avec 1 milliard, nous avons 3 usines Dangote et il nous restera encore de l'argent pour financer un centre de formation de ceux qui travailleront dans cette usine. Voici la pensée politique. Quand Coliné Makosso vient en France, la France a l'un des meilleurs réseaux ferroviaires au monde, la SNCF. Pourquoi le partenariat, ce n'est pas la SNCF avec le CFCO? Gagnant-gagnant avec transfert des technologies. C'est-à-dire, vous venez former chez nous, vous venez fabriquer chez nous. Il faut savoir, M. Perrin, lorsque vous achetez un produit, ce produit-là, 60% doit être fabriqué chez vous et c'est comme ça qu'on réalise le transfert des technologies et le transfert des compétences et vous créez de l'emploi chez vous. Je vous donne un exemple concret. On développe le CFCO, SNCF, Alstom, Bombardier nous accompagnent. Ils viennent donc fabriquer 60% de besoins chez nous, les rails, les locomotives, les wagons. Donc, on crée des écoles pour former ces gens-là qui demain seront investis dans la maintenance, dans le soutien technique de CFCO. La France a un des meilleurs systèmes bancaires au monde. Je vous apprends que Société Générale est en train de fermer au Congo-Brazzaville. Hein? La décision a été prise cette semaine. Et avant Société Générale, c'est le Crédit Lyonnais qui fermait déjà. Ils sont en train de céder à d'autres. Mais pourquoi? Parce que notre marché n'est ni intéressant, ni concurrentiel, ni compétitif. Alors et ce que Anatole Coliné Makosso trouve de mieux, c'est d'aller danser et Coliné Makosso trouve de mieux de venir acheter des bouteilles de champagne, de réunir les gens dans la cour de l'UNESCO pour danser. Donc, voilà, pour danser. Au lieu même de dire qu'il n'est pas allé voir les responsables qui gèrent les salles de cinéma, ne serait-ce que des salles de théâtre, pour développer une vraie industrie de la culture chez nous. Après ces danses-là, quelle est la plus-value pour le peuple congolais? Qu'est-ce que nous avons tiré comme profit? Quelle est la plus-value pour le peuple congolais? Parce qu'on sait bien que l'organisation du FESPAM générait aussi de l'emploi pour les jeunes congolais. Par exemple, le secteur hôtelier au Congo-Brazzaville. Il y a d'autres activités connexes autour du FESPAM. En fait, une bonne partie de l'économie congolaise qu'on a privée aux Congolais. Alors, ma question, c'est de savoir pour quel intérêt finalement? Parce que même s'ils disent que le siège, c'est à Paris, le siège de l'UNESCO, après, on va se poser la question, est-ce qu'on organise le FESPA pour l'UNESCO ou bien pour, évidemment, créer cette ambiance autour des Africains? Parce que c'est le festival panafricain de musique. Donc, on crée un dynamisme entre Africains, entre culture africaine, entre musique africaine. Et pourquoi cette fois-ci choisir Paris pour aller lancer le FESPAM? Pour quel intérêt concrètement? Avant de répondre à cette question, je voulais vous dire une chose. Quand on organise le FESPAM, ou peu importe l'événement, par exemple, si demain, le Congo, comme le Congo l'a déjà fait, organise les Jeux africains, on organise ces Jeux-là pour que ça puisse servir de miroir, de visibilité. Mais visibilité pour qui? Pour nos grands athlètes, mais aussi pour notre pépinière. Donc, c'est une façon de relancer la dynamique d'un secteur d'activité, d'un secteur économique. On peut donc faire le choix de prendre des musiciens de Mayoko ou des musiciens de Pointe-Noire, de Kakamoueka,
de Kinkala, de Betou ou de l'Iranga. Et puis, on vient, à l'occasion du FESPAM, les faire sortir. Peut-être qu'ils vont faire des rencontres. C'est ça. Même en Occident, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Quand la France, l'Angleterre, les États-Unis choisissent d'organiser un événement international, c'est pour que cela serve à ceux qui sont autour de cette spécialité, mais qu'on ne connaît pas toujours. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi Paris? Mais, Monsieur Perrin, ne l'oubliez jamais. Je vous ai déjà dit, Denis Sassou Nguesso, comme Koliné Makosso, comme tous ceux qui travaillent avec eux, ils sont complexés par l'homme blanc. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez les relations entre Sassou Nguesso et tous ces Occidentaux qui sont autour de lui. Mais moi, j'ai fait politique internationale. Monsieur Perrin, je vous mets au défi, nous avons lu les mêmes livres. Nous avons lu les mêmes livres. Ceux qui travaillent au Quai d'Orsay ont lu qui? Hans Morgenstern. C'est ce que nous avons tous étudié. Kenneth Ward, c'est ce que nous avons tous étudié. Francis Fukuyama, nous avons tous eu les mêmes sujets d'examen. Je suis diplômé de Fudan. J'ai eu le même diplôme que mes collègues de Fudan qui aujourd'hui doivent gérer certains secteurs de l'État chinois. Et au nom de quoi je serai moins que parce que je suis de peau noire. Voilà ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Et c'est pour cela que vous entendez que le président français, le président américain a demandé ça au président africain et il l'a fait. Mais au nom de quoi il le ferait? Au nom de quoi? Alors, la preuve irréfutable. Regardez Koliné Makosso, premier ministre de son État, qui va à l'Assemblée française. Il est assis ou avec Thierry Mungala, sur les bancs des publics où n'importe qui s'assoit. Il n'est pas assis dans l'hémicycle, là où les invités de marque viennent réfléchir dans le sens de la coopération publique-privée gagnant-gagnant. Là où il était assis, n'importe quel citoyen veut suivre les débats. Dans un coin, là où ça c'est les observateurs, oui. N'importe quel citoyen s'assoit là-bas et regardez comment la présidente de l'Assemblée annonce. Nous disons bonjour à M. Koliné Makosso, Premier ministre du Congo. Et tous se lèvent comme des petits-enfants pour saluer leur grand-mère dans un complexe, mais ridicule. Excusez-moi d'être fort, mais ridicule. Aucun Premier ministre ne ferait ça. Mais parce qu'ils sont complexés, ils vivent du complexe. Je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à Monsieur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo. Quand Sassou parle, c'est pour toujours parler à l'Occident. Quand Sassou agit, c'est pour toujours plaire à l'Occident. Mais aucun pays n'est là pour plaire à quelqu'un. Regardez le comportement d'Emmanuel Macron face à Donald Trump. Qu'est-ce qui a fait aussi la fierté de Macron? Mais parce qu'il a tenu tête à Donald Trump. Donald Trump lui a dit bonjour et a secoué sa main, il a résisté. Qu'est-ce qui a fait la fierté de Dominique de Villepin? Mais le discours de Dominique de Villepin à l'ONU pour dire non à l'aventure américaine en Irak est resté dans les annales de politique internationale. Donc, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, quand vous dites Koliné Makosso en France, mais c'est vrai, ils viennent faire ce que nous on appelle les atalakou. Ils viennent faire les atalakou, alors que le Premier ministre, son problème, c'est régler les problèmes d'eau et d'électricité au Congo, régler le problème de l'insalubrité au Congo, trouver des solutions pour créer des entreprises et créer des emplois, et élever le niveau de la scolarisation au Congo, trouver des solutions aux problèmes de santé. Regardez les hôpitaux au Congo, regardez comment les Congolais vivent. Et lui, il est content de venir s'asseoir sur les bancs publics de l'Assemblée pour faire quoi? Moi, j'aimerais bien que vous invitiez Koliné Makosso et qu'il vous dise, ce jour-là, il a appris quoi? Quel enseignement il tire? S'il n'y a aucun enseignement à tirer, alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Les autres étaient en train de travailler. Et regardez bien, une fois que la présidente de l'Assemblée a dit bonjour, ça a duré 10 secondes, ils sont passés à autre chose. Ils travaillent pour leur pays. Et Koliné Makosso va les assister, va les voir travailler pour leur pays. Mais ça lui apporte quoi? Le despote Denis Sassou Nguesso pourra se représenter en 2026 et je travaille en ce sens à lâcher Anatole Koliné Makosso sur Jeune Afrique. La première question, est-ce que le moment est opportun de parler déjà de la présidentielle 2026 ou des candidatures
de la présidentielle 2026, alors qu'au Congo-Brazzaville, il y a bien des défis à relever, il y a une crise multidimensionnelle. Vous avez posé la question et croyez-moi, vous avez répondu. Parce que quand on regarde les besoins au Congo, c'est comme on nous disait au lycée qu'à la naissance, l'âme est une tabula rasa. Au Congo, mais c'est vide, c'est vide. Il y a tout à faire et dans tous les secteurs d'activité. Et le Congo produit entre 3 et 5 milliards de francs CFA chaque année. Donc, ce ne sont ni les moyens financiers qui manquent, et ce ne sont pas les besoins non plus qui manquent. Les besoins sont là dans tous les secteurs. Mais comme ils ne savent pas, ils sont incompétents, je ne cesserai de le répéter. Ils ne savent pas. Moi, j'ai parfois pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux. Et donc, ils vont chercher à faire ce qui peut plaire. Danser, chanter, comme avec le FESPAM, on a parlé tout à l'heure, mais aussi plaire au prince de Mpila. C'est-à-dire que pour Colline Makosso, dire que je travaille pour la réélection de Denis Sassou Nguesso en 2026, il a adoubé le chef et donc il a accompli sa mission. Quoi. Sa mission, c'est parler du chef. Alors que les fonctions du Premier ministre, j'invite les Congolais de faire des recherches sur Internet, quelles sont les fonctions du Premier ministre. Les fonctions du Premier ministre, c'est à l'occasion, dès lors qu'il est nommé Premier ministre, à l'occasion de ce qu'on appelle le discours de politique générale. Tous les premiers ministres du monde le font, même en Occident. Il présente ce qu'il va faire dans l'intérêt collectif. Le Premier ministre, il est là pour faire correspondre les richesses du pays et le niveau de vie des Congolais. On n'a pas d'eau potable, je vous donnerai l'eau potable à telle échéance. On n'a pas d'électricité. Voilà pourquoi donc Anatole Colline Makosso vient de présenter son nouveau programme. C'est de travailler pour la candidature de Denis Sassou Nguesso pour 2026. Donc pour lui, tout le reste des problèmes qui minent le Congo, ben, c'est déjà réglé. Ça ne le regarde pas du tout. C'est pas son affaire. Lui, son affaire, maintenant, c'est de travailler sur la candidature du despote Denis Sassou Nguesso. Vous savez, monsieur Perrin, moi j'ai suivi Colline Makosso sur France 24, c'était ça, France 5 ou France 24, où il répond à cette journaliste qu'au Congo, il n'y a plus de problème d'électricité, il n'y a plus de problème d'eau, que ça c'est résolu. En plus de l'incompétence, le Premier ministre congolais ajoute le mensonge caractérisé. C'est pour ça que je vous dis encore, soit il y a un problème pathologique chez les hommes politiques africains et notamment congolais, soit il y a du foutage de gueule. Quand on sait que à Brazzaville même, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, venir dire que les gens... Alors, soit on se moque des Congolais, soit on est d'une incompétence maladive. Dans les deux cas, on ne peut pas rester au pouvoir. C'est pour cela que pour moi, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso n'a aucun lendemain. Ces gens sont contents de vivre à côté des poubelles. Regardez là où vivent les gens. Là, quand on vous parle des poubelles au nord de Brazzaville, là où vivent la plupart des gens du pouvoir, Sassou Nguesso, ses enfants, ses neveux, comment ils peuvent être contents de vivre dans ces milieux-là? Alors qu'eux-mêmes, ils sont dans des beaux palais. Le rôle de la politique, c'est de changer la vie des populations tous les jours. Pas d'être beau. Chez nous, les hommes politiques aiment qu'on les apprécie, qu'on les applaudisse, qu'on dise qu'on les aime. Mais un homme politique, c'est pas ça. Moi, si demain je suis leader politique au Congo, je ne demanderai à personne de venir m'aimer, mais d'apprécier le travail que je vais faire. D'apprécier le travail que vous allez faire, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut donc considérer cette déclaration comme, disons, une fuite en avant pour occulter les vrais problèmes qui se posent au Congo-Brazzaville? Mais Colline Makosso ne sait rien faire pour gérer la chose publique. Il est dans la fuite permanente. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas s'il a pu suivre cette vidéo où je lui dis, c'est pas à lui d'aller balayer les poubelles. Quand vous êtes Premier ministre, vous savez très bien qu'il y a Averda qui reçoit de l'argent public au titre d'une taxe prélevée sur les salaires des employés au Congo. Et Averda doit donc assurer le ramassage, le stockage, le transport et le traitement des poubelles. Et finalement, c'est Colline Makosso avec Arlette Nono Soudan qui font ce travail-là. Mais c'est quand même curieux. Mais apparemment, là, ils sont essoufflés, là, ils ne le font plus, là. On ne les voit plus. Mais Monsieur Perrin, nous avons des enfants. L'enfant a des difficultés scolaires. On va donc prendre un prestataire qui dit, je peux faire du soutien scolaire à votre enfant.
Au final, il ne fait pas du soutien scolaire, mais c'est vous-même qui continuez à encadrer votre enfant, mais tout le mois, vous payez quand même le prestataire qui est censé faire du soutien scolaire qu'il ne fait pas. Voilà ce qui se passe dans la tête de M. Koliné Makosso. Vous avez un prestataire pour ramasser les poubelles. Il ne fait pas son travail. Et j'ai suivi sur RFI. Averda dit, nous avons des difficultés à cause de la vétusté du matériel. OK, regardons le bilan de cette entreprise. Comment se fait-il qu'une entreprise qui reçoit de l'argent public, qui ne renouvelle pas son matériel, ça veut dire que le service financier de cette entreprise et la direction qui est censée de manager l'entreprise ne connaissent pas ce quoi? Le budget de l'entreprise. Parce que vous avez ce qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, c'est quoi? Dès lors que vous achetez un bien et que vous le mettez en action, il est amorti sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, comme vous voulez. Et l'amortissement, de façon simple, je n'en suis pas spécialiste, c'est la somme d'argent qu'on met à côté chaque année pour qu'au bout de tant d'années, on renouvelle le matériel. Donc, si Averda ne renouvelle pas son matériel, soit ils ont sous-évalué leur projet, c'est-à-dire leur business plan, ça a été du bidon, soit il y a du détournement. Mais si le business plan était bon et si le financement est bon, il faut donc une enquête parlementaire et des enquêtes judiciaires pour démontrer pourquoi, pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Le rôle de Koliné Makosso, c'est de contrôler, mais pas d'aller ramasser les poubelles. Parce qu'il y a une entreprise qui reçoit de l'argent pour ça. Et on peut comme ça multiplier. Koliné Makosso, au lieu de régler les problèmes de l'éducation nationale, ouvre ses propres écoles privées. Mais comment voulez-vous que le ministre de l'Éducation nationale a des écoles privées? Devenu Premier ministre, il a toujours des écoles privées, mais à quel moment il s'occupe des écoles publiques? Or, la loi au Congo interdit un ministre de faire des business. Il y a là conflit d'intérêts, parce que les moyens affectés à l'école publique finissent-ils dans les écoles privées des ministres? Il faut donc des enquêtes parlementaires et judiciaires sur tous ces sujets-là. C'est pour vous dire quoi, M. Perrin? Ça peut partir. Nous avons les compétences pour gérer notre pays. Nous le savons et nous avons étudié pour ça. Au Congo même, les gens ont étudié. À l'étranger, dans la diaspora, nous sommes nombreux, nous avons étudié. On sait ce qu'il faut faire. Si demain nous sommes au pouvoir, là où l'Occident va dériver, nous allons aussi dériver. Là où l'Occident fera la dérivation de la dérivation, nous ferons aussi la dérivation de la dérivation parce que nous avons un dénominateur commun. Nous lisons les mêmes livres, nous avons les mêmes diplômes. Pi égale à 3,14, ça vaut pour tout le monde. Or, aujourd'hui... Alors donc, vous êtes en train de nous dire que Anatole Koliné Makosso, c'est beaucoup plus un griot qu'un Premier ministre, et que la veste de Premier ministre, elle est on trop n'a grosse jamais pour vu dans Koliné l'histoire du Makosso. Congo, je suis désolé, mais on n'a jamais vu dans l'histoire du Congo un Premier ministre qui passe son temps à plaire au président. Il finira par avoir sa chambre à la présidence de la République. Il doit travailler et ne vous trompez pas, le travail politique est mesurable, est quantifiable, est vérifiable. Je suis un religieux, même Dieu, le grand architecte du monde, lisez l'Ancien Testament. On dit au premier jour, il a créé le ciel et la terre. Il a vu que c'était bon. Il a vu, c'est l'expérimentation. C'est la vérification. C'est l'évaluation. Donc, même Dieu, qui est le tout-puissant, omniscient, omnipotent, il vérifie ses équations. Mais le travail de Sassou Nguesso et de Koliné, vous le vérifiez où? Le deuxième jour, Dieu a fait ça. Il a vu que c'était bon. Ça veut dire qu'il a fait la vérification scientifique de ce qu'il a créé. Koliné Makosso dit que Brazzaville a l'électricité. Le train est arrivé à Brazzaville à 2 h du matin. Dans l'obscurité totale, on ne voyait que la lampe du train. Son électricité est passée où? Non, mais il a dit que le problème d'électricité se posait plutôt dans les quartiers périphériques et donc c'est la conséquence en fait d'une occupation anarchique de certaines zones d'habitation. La gare de Brazzaville, ce n'est pas un quartier périphérique, hein? La gare de Brazzaville. Je vais vous laisser quelques secondes, bien entendu, pour conclure, voilà, à moins que vous ayez une autre préoccupation, mais sinon, voilà, vous avez quelques secondes pour conclure. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, mais comme au Congo-Brazzaville, l'Afrique traverse un moment particulier, surtout avec la guerre en Ukraine, qui fait que beaucoup de produits n'arrivent plus. Il faut donc changer de paradigme et redéfinir chez nous-mêmes ce que nous voulons faire. Et pour cela, il faut que nos moyens financiers servent à nos populations. Et au Congo-Brazzaville, par exemple, vous avez un groupe d'opposants, notamment Clément Mirassa et ses compagnons, qui ont initié une pétition par rapport au crime économique. Parce que ça, c'est un vrai problème chez nous. Et donc, il faut que les Congolais signent cette pétition
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 6 000 vues. Les Congolais doivent, et c'est pour ça qu'on fait cet Oui, effort. mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que, Est-ce que bon, c'est toujours la résignation, la peur ou peut-être c'est un peu de tout ça, hein, la résignation pour certains, la peur pour d'autres, mais la fatigue, la déception, parce que aussi les responsables politiques congolais aussi ont déçu par leur revirement. Tantôt ils travaillent avec Sassou, tantôt ils ne travaillent. Non, avec Denis Sassou Nguesso, c'est pas négociable. La seule négociation, c'est qu'il quitte le pouvoir. Le pouvoir ne lui appartient pas, les richesses du Congo ne sont pas sa propriété. Et ça, tout homme politique au Congo qui pense au peuple congolais, qui pense à l'avenir du Congo, doit être ferme là-dessus. Ça ne sert à rien d'être ministre de Sassou aujourd'hui, d'essayer de le contester demain, d'être conseiller de Sassou. Non, moi, je suis très clair. Il a fait son temps. Je n'attends rien de lui. Il doit partir. Et avec les crimes économiques, on peut pardonner certaines choses, mais les crimes économiques, non. Il faut que cet argent soit rapatrié pour construire notre pays. Et moi, Et je c'est suis donc très... l'intérêt de cette pétition. Vous disiez tout à l'heure, vous invitiez donc les Congolais à signer la pétition. C'est C'est ça. pour traduire en justice les criminels financiers. C'est-à-dire qu'avec les Panama Papers, avec toutes les émissions qui passent sur les chaînes internationales, les preuves sont là. Nous avons une documentation abondante sur qui a détourné, combien il a détourné, où se trouve l'argent. Tout est identifié. Il y a un gros travail qui a été fait par certains Congolais. Il y a cette pétition pour que la communauté internationale se saisisse de cette histoire, de cette situation, et que des poursuites judiciaires soient engagées, non pas pour, comment on appelle ça, enfermer les gens dans des prisons, mais ne serait-ce que pour reconnaître l'État congolais, la nation congolaise, le peuple congolais, comme victime des criminels financiers qui se sont emparés de l'appareil de l'État pour détourner l'argent du Congo. Ça, pour nous, c'est un combat très, très, très important. Et une fois qu'on récupère cet argent, on peut régler les problèmes d'électricité que Koliné Makosso n'arrive pas à régler. On va régler. Les Congolais peuvent nous faire confiance au CRC, mais pas que au CRC, vous avez beaucoup de Congolais qui travaillent dans ce sens-là, qui ont des compétences dans chacun des domaines. Je vous ai parlé du partenariat gagnant-gagnant. Nous savons comment mener ce partenariat. Vous avez des entreprises, des banques, des agences qui peuvent travailler avec nous dans le transfert des technologies. Les Congolais doivent comprendre que les lendemains seront forcément meilleurs. Mais ça ne sera pas avec Denis Sassou Nguesso. Si c'est lui, prouvez-le. Si c'est lui, prouvez-le. Sinon, il faut le dégager. C'est ce que j'ai semblé comprendre. En tout cas, merci Didier Mouini-Volo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Merci de nous avoir encore visités aujourd'hui. À Merci à vous, vous mesdames. de cette invitation. Je vous en prie. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.